Deuxième vidéo sur le chapitre 16. On est à la section 16.5. J'essaie de couper les vidéos un petit peu là, pour que ça puisse vous donner la chance de prendre des pauses ou vous faire un prétexte pour relaxer votre cerveau. Chapitre 16, section 16.5, on s'intéresse au moment de force sur une boucle. On appelle ça une boucle, mais ça peut être un cadre. Et pour simplifier les choses, j'ai dessiné une boucle rectangulaire ou carrée dans ce cas-ci. Et on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on place une boucle de courant, ça c'est-à-dire là un enroulement de fil électrique qui transporte un courant I et ce courant-là va tourner comme ça dans la boucle, peu importe sa forme. J'ai pris rectangulaire ici là et puis je pense que c'est la meilleure façon pour comprendre, mais le principe généralisé s'applique peu importe la géométrie de votre boucle. Ça peut être un ovale, un rectangle, un carré, un cercle, ça marche aussi. Généralement, vous allez avoir un certain nombre de tours. Moi, j'en ai dessiné un seul pour des raisons pédagogiques, pour bien comprendre là, sans compliquer les choses. Mais vous comprenez qu'on pourra avoir une centaine, voire des milliers de tours de fil. Voyons le scénario. Là, on a notre boucle qui est libre de pivoter sur un axe de rotation. Donc, la boucle n'est pas en mouvement. J'ai dessiné ici une flèche circulaire qui nous montre que l'axe de rotation, c'est le pointillé qui est ici. Et on aurait une espèce de botte là, ou un essieu qui retiendrait la boucle de courant et lui permettrait de pivoter seulement, uniquement, autour de cet axe-là. Ensuite, on va immerger notre boucle de courant dans un champ magnétique que j'ai appelé B, uniforme et constant. En fait, c'est une densité de flux magnétique en Tesla. On va générer ça là, probablement avec deux gros aimants. Tiens, on pourrait agrandir les pôles. Si on n'agrandit pas les pôles, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir des effets de bord. Des effets de bord, là, c'est que les lignes de champ magnétique vont être déformées comme ça. Et on veut pas ça. Pour garder les choses simples, on veut des gros pôles magnétiques qui vont nous générer des belles lignes de champ toutes droites et parallèles, sans avoir les effets de bord comme ça, qui vont distorsionner le champ aux extrémités. Donc, on fait semblant que notre champ est 100% uniforme et 100% constant. Ça veut dire qu'il ne change pas de forme au fur et à mesure que le temps coule. Pour bien comprendre et faire la géométrie, on va transposer tout ça dans un autre dessin. Et j'ai mis l'observateur, regarde, j'ai dessiné un œil ici là, qui regarde du haut vers le bas, au-dessus de l'axe de rotation. Et ça, c'est le dessin qui est à droite. Le dessin qui est à droite, c'est la même chose qu'à gauche. C'est juste qu'on voit la boucle d'en haut. Pour simplifier, là, je vais nommer chacun des côtés. On va avoir le côté numéro 1 qui est ici, le côté numéro 2 qui est en haut, le côté numéro 3 à gauche et finalement le côté numéro 4 en dessous. Dans la vue de haut en bas, que j'ai dessiné à droite sur ma feuille, le côté qu'on voit ici, là, c'est le côté numéro 2. Le côté où le courant va entrer, va quitter notre œil pour s'éloigner, c'est le côté numéro 3. Et le côté numéro 1, c'est celui qu'on voit ici, où le courant vient vers l'œil. Le côté numéro 4 est caché en dessous, et je le note pas parce qu'il est, il est éclipsé, si vous voulez, en dessous du côté 2. Mais on s'en doute, dans le côté numéro 4, le courant électrique I va aller à contresens du courant dans le côté numéro 2. On peut bien le voir ici, là, 4, on va vers la droite, 2, on va vers la gauche. Donc, on s'attend à avoir un courant qui va aller en diagonale vers le bas à droite dans le côté 4 qui est caché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, on va regarder les côtés un après l'autre, systématiquement, pour analyser la force magnétique sur chacun des 4 côtés. Commençons par le côté numéro 1. Le côté numéro 1 est ici. Il y a un courant électrique I qui va vers le haut et un champ magnétique B qui va vers la droite. Je vais me reporter dans le dessin qui est à droite pour faire la géométrie plus clairement. On doit mettre les 4 doigts dans la direction du courant. Donc, il faut que vous placiez votre main comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Avec les 4 doigts vers le haut. Et on va faire pivoter notre main pour pouvoir replier nos 4 doigts vers le champ B. Et du coup, comme diraient les Français, le pouce va pointer vers le haut de ma feuille. Je vais dessiner la force magnétique sur le côté numéro 1 et je vais l'appeler F1.
Ça, c'est la force sur le fil conducteur numéro 1, exercée par le champ B. Continuons. Le côté numéro 2. Côté numéro 2, on va mettre nos 4 doigts dans la direction de I et on va replier vers B. Et je vais me ramasser avec une force qui entre dans ma feuille. Là, ce serait difficile à dessiner. Là, F2, là, comme ça. Si vous voulez, elle s'en va par là. Ensuite, on y va avec le côté numéro 3. Côté numéro 3, on met les doigts dans la direction du courant, replie vers le B, le pouce pointe vers le bas de ma feuille. Donc, on va avoir F3 comme ça ici. Il nous reste F4. F4, on s'en va dans cette direction-là. Donc, oups là, ça devient difficile. Il faut que je me mette comme ça, que je replie vers le pouce vient vers vous. Donc, on va avoir F4, là, qui est ici, sur le fil qu'on ne voit pas, en dessous. Maintenant, on va regarder quelle action physique, mécanique, ces 4 forces-là ont sur la boucle de courant. Les plus intéressantes, ce sont les forces F1 et F3. Je vous explique pourquoi. F1 et F3, vous remarquez qu'ils sont parallèles et elles forment ce qu'on appelle un couple de forces qui vont avoir le goût de mettre en mouvement de rotation notre objet autour du pivot. Pour que ce soit bien clair, là, l'axe est ici, l'axe de rotation est là, autour de vous. Et ça veut dire que votre boucle, elle est libre de pivoter seulement de cette façon-là. Conséquence de ça, ben F1, si je mime son action là sur le côté 1, a le goût de faire tourner en sens anti-horaire mon objet. Le symbole pour la vitesse de rotation, c'est oméga. Je sais, tu trouves que ça ressemble à un W, puis tu vas dire W, puis je vais t'écœurer, puis je vais dire non, j'ai rien entendu, répète jusqu'à temps que tu dises oméga. C'est oméga. La vitesse de rotation angulaire, c'est une lettre grecque minuscule qu'on appelle oméga. Donc F1, là, a le goût de faire pivoter l'objet autour de l'axe en sens anti-horaire. F3, c'est la même chose. Regarde, il pousse ici, et si je mime avec mon doigt l'action du pivot, je me ramasse avec un F3 qui a le goût, lui aussi, de faire pivoter l'objet avec une vitesse angulaire qui va aller en sens anti-horaire. C'est comme si F1 et F3 s'aidaient l'un l'autre pour faire tourner l'objet en sens anti-horaire. Intéressant, et c'est ce qui, au final, va nous générer un torque, un moment de force qui va mettre en rotation notre objet, notre cadre. C'est le principe fondamental des moteurs. On place un rotor, qui est une boucle de courant à l'intérieur d'un champ magnétique uniforme, et hop, on fait passer du courant là-dedans, et le rotor a le goût de se mettre en mouvement de rotation, de là son nom. Et hop, tout ce qu'on a à faire, c'est d'inverser la polarité du champ magnétique pour continuer le mouvement de rotation de l'autre côté avec des balais ou un courant alternatif. Maintenant, il reste F4 et F2. Qu'est-ce qu'ils font, F4 et F2? F4 et F2, là, ils poussent respectivement vers le bas et le haut sur mon dessin de gauche, et c'est parallèle à l'axe de rotation. Ça va générer aucun torque, aucun moment de force. Tout ce que ça va avoir le goût, là, c'est de déformer un peu le côté 2, puis de déformer un peu le côté 4 si jamais le cadre est mou ou pas trop solide, flexible, il va y avoir une déformation. F2 et F4 aussi vont s'annuler l'une l'autre parce que généralement, là, le cadre, c'est un morceau solide et il y en a une qui va vers le haut, vers le bas. Vous pourriez penser que F1 et F3 vont s'annuler l'une l'autre aussi, mais c'est pas le cas. Ils sont sur le même objet, oui, mais comme il y a la liberté de rotation autour de l'axe, ça va vraiment générer une accélération angulaire qui va faire tourner à vitesse angulaire oméga notre objet autour de son axe de rotation. Pour F2 et F4, pour des raisons qu'on va voir plus tard dans la partie mécanique, il n'y a aucun torque, aucun moment de force qui est généré et les deux forces vont juste s'annuler l'une l'autre ou déformer le cadre s'il est de mauvaise qualité. Maintenant, là, j'ai oublié de vous donner l'équation. Hein, j'ai pas gardé beaucoup de place sur ma feuille. Je vais la faire sur une autre feuille. Hein. Je recule devant rien. Et la voilà. Ça vous prend l'équation pour calculer le torque ou le moment de force. Je pense que dans le Wildy, il l'appelle T. C'est bêtement égal à F D comme ça. C'est une multiplication.
T, c'est le torque ou le moment de force. Clairement pas ma plus belle calligraphie. En newton-mètre. F, c'est la force magnétique efficace en newton. Ça, là, ce serait égal à F1 plus F2. Moi, je les avais appelés F1 et F3 sur mon dessin. Vecteur, comme ça ici. Et on aurait D, qui est la distance ou la longueur que je vais vous montrer sur le dessin de l'autre côté. Cette équation-là, elle est disponible quand vous faites l'examen. Vous en avez besoin quand vous faites les exercices. Et la distance D, là, c'est la longueur qui est ici. On trace un trait, là, et on vient chercher la projection de notre boucle sur la direction du champ B uniforme. C'est la définition du produit scalaire en mathématiques, là. C'est comme si on mettait une source de lumière ici. J'ai fait un soleil là, qui est mal fait et qui pousse de la lumière vers le bas. Et on vient mesurer la longueur de l'ombre que va faire notre cadre dans la direction du champ B qui est ici. Et on appelle cette longueur-là la longueur D minuscule en mètres. Vous voyez que ça va changer là, au fur et à mesure que le cadre va tourner. D va devenir de plus en plus petit. Au début, là, peut-être le cadre était dans cette position-là. D était relativement grand. Et à un moment donné, lui, il tourne, là, dépendamment d'un côté ou de l'autre. À un moment donné, ça va devenir plus petit ou plus grand. Ça va changer. Et c'est normal. Plus votre cadre là, est parallèle à les lignes de champ magnétique, plus vous allez avoir un torque important et plus vous vous en venez perpendiculaire aux lignes de champ, moins il va y avoir de torque. De là, l'idée des balais dans les moteurs. À un moment donné, on arrive à un point où le champ magnétique est plus efficace pour générer de la rotation et on va changer la polarité pour pouvoir continuer le mouvement de rotation. Donc, je vous la remonte une dernière fois. Le moment de force tau. Dans les cours de sciences, là, on l'appelle tau comme ça. F fois D. C'est la même, exactement la même formule, mais Wildy l'appelle T majuscule, je suppose pour torque. Là. Donc, vous utilisez la variable que vous voulez, ça m'est indifférent. On est rendu aux exemples, aux très excitants exemples pour le chapitre 16. Des exemples faciles. Je vous fais pas la solution mathématique, mais je vous dis comment les faire. Donc, vous pouvez voir ça comme des coups de pratique. Essayez-les. Il n'y a pas de secret ou de trucs fancy, des attrapes. Il n'y a pas de piège dans les exercices. Voici 2 exemples efficaces et fonctionnels qui vont vous aider à faire les exercices et les numéros d'examen facilement. Exemple 1. Trouver la force sur un électron. Un classique. On les demande en sciences de la nature aussi. On va vous placer un électron. La charge de l'électron, c'est 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs. Ça, c'est la valeur numérique pour la charge d'un électron. On peut trouver ça sur Internet ou dans n'importe quel tableau des constantes fondamentales de la physique. Je vous donne la vitesse de l'électron. Petit électron, il va vite, hein? 32 fois 10 à la 3 mètres par seconde, ça donne 32 000 mètres par seconde. Les électrons, c'est petit, c'est facile à accélérer. Dans des tubes cathodiques, par exemple, là, on peut atteindre ces vitesses-là facilement, sans aucun effort, avec des différences de potentiel relativement faibles. Et là, vous dites, ouais, mais là, la force de l'électron, ça nous prend un champ magnétique, et vous avez raison. Ça nous prend une densité de flux magnétique B si on veut calculer cette force-là, et on semble pas vous la donner. On vous nargue à l'exemple 1. Je vous nargue. Il faut aller calculer B, qui va être généré par le courant I de 8 ampères qui circule dans un fil perpendiculaire au plan de la feuille. Comment on fait ça? Ben, regarde bien. On fait la règle à main droite, on met notre pouce dans la direction du courant, on va avoir des anneaux concentriques qui vont tourner dans le sens anti-horaire. C'est le champ magnétique généré par le courant de 8 ampères. Au point où est-ce qu'est l'électron, là, les anneaux vont dans cette direction-là et on va avoir un champ magnétique local à la position de l'électron qui va vers le haut. Qui va vers le haut parce que dans les chapitres précédents, on a appris qu'il fallait tracer un trait comme ça. On fait un angle à 90 degrés et le courant I de 8 ampères génère un champ B au point situé à 2,5 mm du fil qui va vers le haut. Parfait.
parfaitement vers le haut. Hein. On est à 90 degrés par rapport à l'horizontale. C'est direct la verticale pure. Maintenant, d'accord, mais que vaut B numériquement? Il faut utiliser l'équation mu0i sur 2pi r qu'on a appris dans les chapitres précédents. Et le r en question, c'est 2,5 mm. Maintenant, faites attention, on va remplacer I par 8 ampères. Ça, c'est correct, c'est l'unité SI. Mais R, il ne faut pas mettre 2,5, là. Il faut mettre 0,0025 mètres. L'unité SI pour les distances, c'est clairement les mètres. Et vous devez faire la conversion, parce qu'ici, je vous donne des millimètres. Avec ça, on calcule B. Et une fois qu'on a B, on peut venir calculer la force sur notre petit électron avec QVB, une bête multiplication. Pour la vitesse, les unités sont déjà correctes. On va placer 32 000 ou 32 fois 10 à la 3 dans l'équation. Pour la charge, on va placer 1,602 fois 10 à la moins 19. C'est une charge négative, mais ça va. On peut calculer le module positif de la force F. On réfléchira ensuite avec la règle à main droite à la direction. Et pour B, on va prendre la réponse du calcul précédent et on va mettre ça là-dedans. Maintenant, dans quelle direction va aller cette force-là? On fait la règle à main droite, on met les 4 doigts dans la direction de la vitesse, vers la droite, on replie vers le champ B, notre pouce va vers le haut, et on se souvient que lorsque c'est un électron avec la charge négative, on doit faire une rotation de 180 degrés. Donc, on va avoir une force F qui entre dans la page vers le bas comme ça, et c'est la direction du vecteur de force, et on calcule son module avec la multiplication numérique de Q, de V et de B. Voilà pour l'exemple 1. Exemple 2, trouver la force sur un fil. Maintenant qu'on l'a fait sur une charge ponctuelle, on vous demande de le faire sur un fil qui transporte un courant. Je vous dis comment faire. J'ai mis les valeurs numériques, mais je ne vais pas les calculer comme à l'exemple 1 avec la calculatrice. Je vais vous laisser le faire pour que vous pratiquiez, mais je vous dis comment le faire. Première chose à faire, l'équation qu'on a besoin, c'est F est égal à I, L, B. Ça, c'est le module de la force sur un fil électrique transportant un courant I de longueur L dans un champ magnétique uniforme et constant B en Tesla. Là, il y a une feinte. La longueur du fil, je ne vous la donne pas. Donc, il nous manque L. Et la densité de flux magnétique là, pour le champ magnétique, il semble que je ne vous la donne pas non plus. Et au lieu de ça, je viens vous narguer avec la largeur géométrique puis la profondeur des aimants qui génèrent les lignes de flux magnétique phi. Et je vous donne le nombre de lignes de flux magnétique. J'ai 370 millivéber, donc fois 10 à la moins 3 Weber, de flux magnétique entre les deux pôles de l'aimant. Et là, tu regardes ça, et puis, Par contre, j'avais le courant, 200 microampères. C'est bon, des micros, là, c'est des fois 10 à la moins 6. Donc, c'est un petit courant de rien. Première chose, la longueur efficace du fil, c'est la longueur sur laquelle le fil est immergé dans le champ magnétique. Donc, ça va être les 3 mm. Le L, on va le remplacer par 3 mm. Le fil, il est plus long que 3 mm. Il mesure peut-être 1 mètre ou 2, je ne le sais pas. Mais la longueur sur laquelle le fil subit la force, c'est 3 mm. Donc, on va mettre 0,003 pour la variable L. Ensuite, là, ça nous prend un stratagème pour aller chercher B. Pour chercher B, on va utiliser la définition phi sur A, comme ça ici. Cette équation-là, elle est fournie à l'examen aussi. Phi, on l'a, et la surface A perpendiculaire aux lignes de flux magnétique, c'est 3 mm par 2 mm. Maintenant, faites attention, là, il faut mettre ça en mètres. 0,3 multiplié par 0,02. Ça, c'est juste base fois hauteur. J'ai rien fait là, de sorcier ou de chamanique. C'est juste base fois hauteur dans les bonnes unités de mesure. Ensuite, on prend le 370 fois 10 à la moins 3 et on vient le placer ici. On fait la division et on ramène ça là-dedans. Challenge, dans quelle direction le fil va avoir le goût de se déplacer? Règle à main droite.
Les 4 doigts dans la direction de I. Tu replies vers la densité de flux magnétique qui est toujours dans le même sens que phi. Et ça te donne vers le bas. Donc, ton fil va subir une force qui va entrer comme ça. OK. On a fait le tour des exemples importants que je voulais faire. Je vous souhaite une bonne fin de... Je sais pas, là, vous êtes supposé écouter ça la semaine prochaine que je l'enregistre. Fait qu'on se revoit, je pense, pour un dépannage éventuellement. Allez, à plus!